Pour s'enrichir, la première étape consiste à drastiquement réduire ses dépenses. Et pas les réduire de peu, mais de beaucoup. Notre invité de ce jour dans le podcast, c'est un ancien banquier, directeur à Washington, qui a décidé de tout quitter aux États-Unis alors même qu'il vivait là-bas une vie assez confortable avec un salaire supérieur à 22 000 $ pour rentrer en Afrique, vivre le rêve africain. Malheureusement ou heureusement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu au départ. Bien au contraire. Il était au bord de la faillite et après avoir quasiment tout perdu littéralement, parce qu'il est parti d'une entreprise avec 74 salariés à 2 salariés, parce que rien ne marchait comme prévu, il a pu renaître de ses cendres et aujourd'hui, il vient nous voir pour parler d'argent, pour parler de richesse, pour parler d'enrichissement, pour parler de comment on bâtit des choses conséquentes et consistantes sur le continent africain. C'est une interview très intéressante parce qu'elle nous est donnée par quelqu'un qui a beaucoup de convictions, par quelqu'un qui voit les choses de manière très positive par rapport à l'Afrique, et puis par quelqu'un qui veut impacter. Je pense que ce podcast va être très impactant. Aujourd'hui, nous discutons avec Muntaga Keita, qui nous vient de la Guinée. On est très content d'avoir enfin un Guinéen sur la chaîne. Et on espère que c'est la porte ouverte à toutes ces autres nationalités qu'on n'a peut-être pas encore eues. Burkinabé, Tchadien, et qu'est-ce que j'en sais moi. On ouvre bien évidemment à tout le monde. On cherche de bons profils. Si vous en connaissez, mettez-nous en relation. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous n'allez vraiment pas voir le temps passer parce que Muntaga est très, très inspirant. Après avoir fait Harvard Law School aux États-Unis, il a décidé de rentrer en Guinée pour implémenter tout ce qu'il avait dans sa tête parce qu'il croyait que c'est là que l'avenir du monde se jouait. Je pense que cette interview va vous inspirer au-delà de l'argent. Parce qu'en fait, comme vous allez le comprendre avec lui, l'argent, ce n'est que du papier. La richesse, c'est autre chose. Pour découvrir tout ça, vous devrez rester jusqu'à la fin. Parce que le podcast, c'est vraiment juste une question de temps. Et avec lui, vous allez voir qu'avec le temps, même quand les choses ne vont pas bien, on peut complètement se relever et tout gagner. C'est juste une question de temps. Salut à toi, moi c'est Philippe Simon et bienvenue sur mon podcast. C'est juste une question de temps, podcast dédié à la gestion des finances. Et dans cette émission, nous recevons tous les dimanches à 14h, heure de France, un invité avec qui nous parlons d'argent. Nous invitons des moneymakers, des personnes qui font de l'argent pour parler de l'argent sans complexe. Quelles sont leurs erreurs, quelles sont les stratégies, comment ils font pour gagner, comment ils font pour épargner, comment ils font pour multiplier l'argent. Ils nous disent tout sans aucun secret. Si tu veux donc apprendre toi aussi à gérer ton argent, si tu veux apprendre à le multiplier, c'est l'émission qu'il faudrait absolument que tu suives. Tous les dimanches, 14h, tu enregistres, tu t'abonnes, tu partages pour un maximum d'impact. Pour ceux d'entre vous qui veulent mieux gérer leur argent, j'ai créé un quiz que je vous offre gratuitement. En barre de description, vous allez suivre le quiz. Il va vous permettre de voir quelles sont les erreurs que vous faites avec l'argent et bien évidemment, comment les corriger. Vous prenez un appel avec un coach de mon académie. Il vous aidera à faire un bilan pour vous aider à voir les failles qu'il faudrait absolument que vous combliez parce qu'avec le temps, ces failles pourraient vous coûter très cher. À présent, c'est le moment du podcast. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Muntaga. Let's go. Bonjour Muntaga. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir passer sur le podcast pour qu'on parle d'argent. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, merci. Est-ce que tu veux juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Alors, je m'appelle Muntaga Keita, je suis fondateur et PDG de Tulip Industries. Et Tulip Industries, c'est quoi? C'est simplement la matérialisation de mes rêves. Et c'est quoi mes rêves? Fabriquer des technologies qui sont impactantes en Afrique, telles que dans le milieu agricole, par exemple, des drones de pulvérisation ou bien au niveau médical, des bornes de télémédecine, des tablettes et tout ça. Voilà. Alors, quand tu dis des drones de pulvérisation, en quoi est-ce que c'est local? Quand tu dis fabriquer localement, ça veut dire quoi concrètement? C'est beaucoup plus de l'assemblage. Il y a le concept qui est fait en 3D, mais aussi beaucoup plus de l'assemblage parce que les matières premières viennent d'un peu partout autour de la planète. Mais c'est d'assembler ces drones localement, former des jeunes qui savent maintenant comment le faire et peuvent retransmettre ces connaissances jusqu'à ce qu'on puisse fabriquer même ces matières premières aussi tôt ou tard en Guinée, par exemple, en Afrique en général. Donc, c'est ça aussi, tropicaliser. Et aussi faire en sorte que les drones répondent exactement à nos attentes, nous, en Afrique, pas d'ailleurs. Quelles attentes on a, par exemple, en Afrique qu'il n'y a pas ailleurs? Par exemple, si vous prenez un drone de pulvérisation, par exemple, qui est, disons, au Canada, par exemple, la pluviométrie n'est pas pareille. Par exemple, lorsque je prends mon pays en Guinée, la pluviométrie, la quantité de pluie qui descend, elle est phénoménale.
Alors, faire en sorte, par exemple, que le drone, par exemple, ne chute pas lorsqu'il y a une grosse pluie ou des choses comme ça. C'est ce que j'appelle la tropicalisation de l'instrument. C'est-à-dire, on fait en sorte que ça soit assez costaud pour survivre là-bas. L'humidité aussi, qu'il y a, par exemple, au Canada ou bien en Chine, peut être différente de l'humidité, la grosse humidité qu'il y a en Afrique. Donc, au niveau conservation, par exemple, des batteries, tout ça au lithium, il faut faire en sorte que ça puisse survivre les conditions rigoureuses en Afrique plus qu'ailleurs. D'accord. Donc là, tu es parti sur la création de drones agricoles propres à l'environnement africain avec un assemblage, avec tous les éléments qui viennent d'où? D'Asie principalement? Oui, qui viennent principalement d'Asie. Vous savez, par exemple, la Chine a par exemple les plus grosses mines de lithium. Donc, on n'achète pas le lithium aux États-Unis, ni en France, ni en Allemagne. C'est plutôt là où le lithium est fabriqué, mais plutôt, c'est surtout s'assurer aussi qu'on a de la très bonne qualité. On ne veut pas que le système du Samsung 7 Note nous arrive, boum, des choses comme ça. Donc, il faut aussi savoir se sourcer, avoir des matières premières vraiment de qualité, parce qu'à la fin, le produit sera de qualité aussi. Et aussi des mallettes médicales de télémédecine aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très simple. Vous pouvez rester dans votre lit. Par exemple, vous êtes une femme en état de famille. Le médecin vient avec ou l'infirmière. On est capable là, de faire l'échographie, l'ultrason. Et puis de retransmettre l'image en direct à l'hôpital ou à un autre médecin qui est dans un autre pays en live. On peut voir le fœtus maintenant du direct vers un autre pays de façon très sécurisée aussi, crypté de bout en bout. Chiffré de bout en bout plutôt, comme on dit. Ok, chiffré plutôt, ok, d'accord. Autre technologie, par exemple? Il y a la borne médicale aussi, qui est vraiment la version full de la mallette. Et cette borne médicale permet bien d'autres. Par exemple, on peut faire une sorte de biopsie analysée sous le microscope qui est affixée à la borne, rediffuser en direct sur l'image de la borne, rediffuser aussi à travers la télémédecine à des groupes, par exemple, de scientifiques qui sont dans un autre pays. Donc, on n'a plus besoin, par exemple, de bouger un échantillon. Par exemple, on le faisait pendant Ebola. On prenait un échantillon en pleine zone forestière, on transportait dans des trucs jusqu'à la capitale ou voir d'autres pays pour analyser. On n'a plus besoin de ça. On peut analyser localement et retransmettre en direct ailleurs. La borne, par exemple, elle permet tout ça. La thermographie pour avoir des indices de cancer mammaire, par exemple. On a tout ça sur la borne. La tablette le fait aussi, mais la borne fait encore beaucoup plus. C'est la version full de la tablette. Qu'est-ce qui t'oriente vers la technologie? La rentabilité? Il y a la rentabilité, mais c'est surtout aussi l'impact. L'impact, la technologie, nous, Africains, nous permet de faire des bons quantiques. C'est-à-dire, on saute pas de 1 à 2 et de 2 à 3. Non, mais de 1 à 11, de 11 à 100, de 100 à 1 million. Des choses comme ça. Ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement là où il faut. Prenez par exemple l'exemple des médias aujourd'hui. Les médias deviennent de plus en plus obsolètes aujourd'hui, la télé telle que nous la connaissons. Parce que lorsqu'il y a un accident ou un incident, les réseaux sociaux diffusent à une vitesse tellement exponentielle, c'est du live. Donc, on n'attend plus le 20h30 maintenant pour avoir des infos. On consulte les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé localement. Ben voilà. Ben pour moi, la technologie, ça sert à ça. C'est de nous faire évoluer de 0 à 100 en une vitesse rapide, parce qu'on a eu 450 années d'interruption, d'évolution mentale, scientifique et autres. L'esclavage a quasiment tout détruit. La colonisation, autre esclavage, a tout détruit. La néocolonisation, presque pareil. Presque 500 ans. Pour aller vite, pour rattraper ce retard, qui ne se fera pas en un mois, ni en une année, mais il nous faut la technologie. Avec ça, on peut aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, tel que mon entreprise, j'ai présenté une technologie de borne médicale au Salon de Genève en 2019, et j'ai gagné la médaille d'or du Salon dans cette catégorie, avec les félicitations du jury, devant 800 inventeurs de la planète, qui ont tous breveté. C'est cette borne qui a gagné. Des entreprises qui avaient 1 million de fois plus d'argent que moi, mais j'ai gagné quand même. Voilà. Pourquoi d'après toi? Simplement parce que ma technologie était beaucoup plus impactante. La plupart des gens aujourd'hui qui présentent des technologies dans des salons, c'est plus des gadgets pour s'amuser ou des gadgets pour changer un peu les choses. Mais ma technologie est impactante. Pourquoi? Parce que cette femme qui est alitée, par exemple, dans un petit village ou dans une ville en Afrique, qui n'a pas accès à l'hôpital parce qu'elle ne peut même pas bouger, on peut maintenant venir la voir et la soigner depuis son lit. Retransmettre les images de son fœtus au médecin ou au gynécologue qui est peut-être en vacances, qui reçoit ça sur son téléphone, qui voit en live et qui donne des conseils. Donc, c'est beaucoup plus impactant. C'est une technologie plus impactante et puis surtout qui arrive à sauver des vies. Donc, ils se sont dit peut-être que c'est mieux que tel ou tel gadget de réalité augmentée ou autre.
ma technologie était meilleure. Donc, en 2019, ils ont décidé, la catégorie C, de me donner la médaille d'or avec les félicitations du jury au Salon des inventions de Genève. Excellent. Aujourd'hui, tout ça, ça rapporte aussi quand même pas mal d'argent. Quelle est la valorisation de ton entreprise? Je peux dire largement au-dessus de 50 millions d'euros, mais pour être prudent, je dis 50 millions. Mais je peux aller plus que ça. Pourquoi? À cause des brevets. J'ai des brevets aujourd'hui d'invention au niveau des bornes générales. Les bornes que vous voyez dans les banques, par exemple, que vous voyez dans les aéroports. Partout en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, doivent être des bornes de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un brevet déposé dans ce sens. Les bornes existent dans le monde. Mais qu'un Africain fabrique une borne viable qui est autonome, qui n'a pas besoin d'électricité normale, mais plutôt d'un petit panneau solaire, ça n'existait pas. Je l'ai fait, j'ai obtenu le brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Pendant 20 ans, sur 17 pays, de la Mauritanie jusqu'au Congo. Ensuite, il y a aussi le brevet au niveau des bornes médicales, tablettes médicales aussi. Là aussi, pareil. Si je prends sur les 20 ans les profits que ces bornes médicales, que ces tablettes médicales peuvent générer, on peut largement, si j'exploite full, on peut largement dépasser les 100, 200, 300 millions. L'imagination. Parce qu'on a quand même là un marché de plus de 400, 450 millions d'habitants. Tout à fait. Donc cela dépend. Donc je peux valoriser à ce que je veux aujourd'hui. Une société américaine peut venir dire « Hey, on a besoin de ça, on veut attaquer le marché africain, vends-nous à ça ». J'ai déjà reçu des propositions pour 120 millions d'euros, 60% eux, 40% moi. J'ai décliné. Pourquoi? Parce que simplement, ils voulaient le faire, eux prendre 60%, moi 40%, alors que j'ai les brevets. Ensuite, délocaliser en Italie. Ensuite, ne s'occuper que du marché européen, exclusivement européen. Cela m'a choqué. Et voilà, virer tout le monde en Guinée, 74 employés dans le temps. Je n'avais pas le cœur à le faire parce que j'ai mené cette équipe. Je l'ai formée pendant des années. Elle est là, elle est capable. Elle aide l'entreprise à avoir des médailles d'or, avoir des marchés, tout ça. Virer tout le monde dehors pour mon propre profit, suivre des gens jusqu'en Italie, créer une autre usine bis, travailler avec les ingénieurs de la Silicon Valley. Si je voulais que de l'argent, je serais resté dans le milieu bancaire au State. Mais j'ai décidé de revenir parce que je veux vraiment créer des choses impactantes pour mes populations, pour mes concitoyens africains. Justement, on est là-dessus. Toi, tu étais anciennement directeur d'une banque aux États-Unis dans laquelle tu gagnais très bien ta vie. Pourquoi tu décides de laisser un salaire royal? Si tu peux nous rappeler combien tu gagnais, pourquoi tu décides de laisser un salaire royal pour rentrer en Afrique, faire des gadgets technologiques? Vous savez, dans les années, par exemple, 2006, 2007, c'était vraiment superbe aux États-Unis au niveau de la banque parce qu'il y avait les subprimes, tout ça, et à chaque fois que tu vendais, tu avais des commissions faramineuses. Le salaire de base, c'était toujours à $4,000. Hein. Avec les commissions, le top d'entre nous, dans notre région, il se tapait $75,000 par mois. Le top de la sous-région, au côté Est, se tapait $500,000. Alors moi, avec $22,000, je me considérais pauvre même. Mais aujourd'hui, je sais que c'était beaucoup d'argent quand même dans le temps. On s'amusait avec beaucoup d'argent. Donc tu faisais $22,000 à peu près par mois. Beaucoup plus que ça quelquefois. Mais j'investissais tout dans mes études. Tout dans mes études. Le soir, je quittais la banque. J'allais pour finir mon premier Master of Science. Après ça, financer mon MBA. Après ça, payer la maison aussi, acheter une maison et tout, payer les traites bancaires. Donc j'ai tout réinvesti à l'intérieur. Et ensuite, maintenant... Mais déjà, comment tu fais pour arriver directeur d'une banque aux États-Unis? Au début, j'étais nul. Absolument nul. Parce que la banque, ça m'intéressait absolument pas. Moi, j'ai fait International Business. Ensuite, avant ça, j'ai fait le droit à Paris. René Descartes, Paris 5, presque 4 ans. Ensuite, aux États-Unis, j'ai recommencé toutes les études International Business. On m'a donné crédit pour 2 années parce que j'avais fait quand même la fac en France. Et j'ai fait les 2 autres années. J'ai terminé Bachelor in International Business. Ensuite, j'ai commencé vraiment à travailler là en 2004 et financer mes études parce que c'est assez cher quand même. Le master, le MBA, vivre, payer aussi le loyer. En ce temps, je n'avais pas encore acheté ma maison là-bas à Silver Spring. Donc, c'est cher. Donc, après tout ça, lorsque vous vous rendez compte que la crise financière après a presque tout rasé et que vous voyez des centaines, des milliers de maisons bank foreclosed, c'est-à-dire la banque a repris les maisons des gens, vous commencez à réfléchir. Tu peux générer autant d'argent que tu veux, mais un jour, tu vas te casser la gueule si tu n'as pas une stratégie à long terme. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais tout faire
pour avoir encore un autre job parce que j'étais au chômage. Hein. Ils ont viré tout le monde dans la banque. Je peux dire, notre team, on était 20. Ils ont viré 16. Ils ont gardé 4 Américains de souche. Tout le reste là, des noms étrangers, virés. J'ai compris en fait, c'est pas chez moi. Tôt ou tard, je rentrerai chez moi. Donc, suite à ça, ensuite, après un petit moment de chômage, j'ai eu un autre boulot. Avant cela, j'étais que banquier, conseiller, tout ça en investissement et tout. D'accord. Mais après cela, j'ai eu le boulot. J'ai créé une entreprise qui n'a pas marché, mais l'entreprise m'a donné beaucoup d'expérience entre les États-Unis et la Guinée. Je voulais vraiment revenir en Guinée. Mais suite à ça, j'ai appliqué pour un autre boulot et ils m'ont appelé, ils m'ont proposé ce boulot dans le management à la banque et je suis rentré. C'était terrible au début parce que je comprenais. C'était un peu difficile quand même. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est pas le côté technique, c'est le côté gérer les gens. Vous avez beau croire que vous êtes super intelligent. L'être humain est la chose la plus difficile à gérer dans une entreprise. C'est pas le côté technique. Donc là, dans la banque, maintenant, ça, c'était très difficile, mais j'ai appris à le faire. Au bout de 2 ans, j'ai claqué la porte. Les économies que j'avais, je me suis inscrit à Harvard. J'ai présenté tout ce qu'il faut pour être accepté là-bas. Parce que c'était un cursus pour vraiment les expérimenter. Il y avait des commandants de l'armée américaine et puis il y avait aussi des officiers des services, par exemple, des services de renseignement militaire américains qui étaient à côté de moi. Il y avait des avocats, il y avait des chirurgiens. Tous voulaient cette compétence-là, savoir négocier. Les médecins, eux, ils disaient, avec les patients, il faut savoir parler. Il y a des patients atteints de cancer qui vont mourir. Il faut savoir expliquer ça. Donc, il faut savoir négocier, manager les gens. Donc, ils sont partis pour ça. Et moi aussi, je suis parti parce que là-bas, je me disais, je vais rentrer en Afrique. Et l'Africain est bavard, quelquefois problématique. Comment faire? Donc, je vais apprendre. Et donc, j'ai appris toutes les techniques. On m'a aidé à réorganiser mon cerveau. Vraiment, toutes les tactiques que je connaissais, c'était en pagaille un peu parce que bon, j'étais dans le milieu de la vente, au niveau de la banque, je savais négocier quand même. Mais là, on m'a appris à réorganiser, comment penser, comment négocier, les tactiques, comment même s'asseoir à côté d'une personne si tu veux négocier et gagner. Tu t'assois pas en face à face, tu t'assois de côté, côte à côte, comme ça crée plus de liens. Donc, il y a ces petites anecdotes et des conseillers, même du président Clinton, par exemple, qui étaient nos profs, qui nous apprenaient les petites tactiques, des petites choses qu'ils ont fait à la Maison-Blanche ou entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, j'ai beaucoup appris à Harvard. Après ça, dans les 6 mois-là, j'ai mis mes affaires ensemble, j'ai acheté plus d'affaires, j'ai mis dans un conteneur, je me suis barré de l'Amérique. Et je suis rentré en Guinée, avec mon passeport américain et passeport guinéen. Tu es arrivé en Guinée en 2000 combien? En 2013. Pour faire quoi? Je suis arrivé, j'ai voulu intégrer le gouvernement parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même donné mes compétences au gouvernement guinéen un peu pour dire, bon, moi aussi, j'ai apporté ma part, mais ça n'a pas marché. Pour eux, j'aurais coûté trop cher parce que j'ai fait Harvard. Dès qu'ils ont vu Harvard, ils ont sursauté, et voilà, jalousie ou autre, ou je sais même pas, on m'a écarté et j'ai jamais eu de retour d'eux. Donc il y a une société qui envoie les conteneurs, une société navale internationale qui m'a directement embauché, qui me payait même pas ce qu'on paye à un chômeur aux États-Unis. Mais je suis quand même resté là-bas 4 ans. Pourquoi? Cette société, j'étais sales executive, j'étais chargé d'aller voir les grands commerçants, les grands industriels, leurs besoins en conteneurs dans l'année et tout, et négocier avec eux. Et ça m'a permis d'apprendre le pays, ce qui marche dans le pays, ce qui rentre, ce qui sort du pays, les importations, les exportations, leurs filières, leurs suppliers, c'était leurs fournisseurs, dans quel pays, comment ça se fait par exemple qu'en Guinée, le lait ne marche pas beaucoup vers le mois d'avril, c'est parce qu'il y a une tendance, il y a la mangue. En Guinée, on cuisine la mangue même le matin pour déjeuner, donc là, si tu essaies d'importer le lait, ça ne marche pas. Ou bien on n'importe presque pas du jus au mois de juin, juillet. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, il y a la pluie et tout ça. Donc personne ne va boire un jus frais. C'est contre-intuitif là-bas. On boit plutôt du thé chaud et là on importe plus de thé. Donc des techniques comme ça, j'ai appris. L'Amérique, la banque, c'était une école pour moi. Harvard, c'était une école. Mais la Guinée a aussi été une grosse école pour moi. Parce que j'ai appris à tropicaliser mes théories là, que j'ai apprises à l'extérieur. Je les ai tropicalisées et maintenant, à la fin, ça m'a permis de créer Tulip Industries parce que maintenant, je suis au courant de presque tout. Je sais comment le pays marche, ce qui rentre, ce qui sort, les défaillances du pays, les problématiques. Et c'est là, maintenant, j'ai tapé des solutions. Mais justement, comment tu fais pour faire le bond entre tout ce que tu as décrit comme expérience et la technologie? Parce que là encore, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Mais
je suis né un peu, comme on dit, avec un tournevis dans la main. J'ai toujours aimé. Vous savez, lorsque vos parents vous imbibent dans une chose, directement ou indirectement, vous finissez par vraiment être dedans. Le père, lui, mon père, il est docteur en chimie quantique. C'est que chimie mathématique, il était censé bosser dans les centrales nucléaires, tout ça en Allemagne. Mais il a décidé de rentrer après 10 ans. Il a foutu le camp, il est rentré au pays et il a réussi. Donc moi aussi, j'ai un peu copié cet exemple-là. Vu qu'il a foutu le camp, il est rentré, moi aussi, j'ai dit, je fous le camp, je rentre. Et puis, je sais que je vais réussir parce que lui, il a réussi. Mais lui, lorsqu'il revenait de ses voyages dans les années 80, il amenait des petits magazines Science et Vie. Et moi, je prenais tout le temps ces magazines et je feuilletais, je regardais. Je voyais les galaxies, je voyais les comètes, je voyais les avions futurs. Je voyais le futur dedans. Donc, ça me faisait rêver. Et comme j'aime bien le dire, j'ai découvert l'électricité en mettant un brin de balai dans les trous de la prise. Et là, comme Tom et Jerry, j'ai décollé comme une fusée pour atterrir. J'ai compris c'est quoi. C'était mes premières recherches et développement. Ensuite, ça a continué comme ça. Mais vous savez, en Afrique, les parents, ils donnent des ordres. Toi, tu vas être médecin parce que ta maman est tout le temps malade. Comme ça, on ne paye plus le docteur. Toi, tu vas être avocat parce qu'on a des entreprises, il faut les défendre. Toi, tu vas faire tourisme d'affaires pour la grande sœur. Toi, la petite sœur, on ne sait pas encore. Bon, toi, tu vas décider ce que tu veux. Et bizarrement, la petite sœur, c'est elle qui a plus réussi. Parce qu'on l'a laissé, comme on dit, free mind, c'est-à-dire son esprit libre. Elle a pu faire ce qu'elle voulait et elle a grimpé jusqu'à ce qu'elle a eu des décrets présidentiels, ensuite des trucs. Elle a vraiment volé comme une fusée. Mais nous, les trois à qui on a dit, tu fais ça, la plupart, on a échoué. Hein. Mon grand frère, par exemple, a dû changer, lui, de médecine. Il a fait économie après. Moi, de droit, j'ai changé à la fin. J'ai dit, mais mince, moi, je suis forcé dans un truc qui me traumatise, là. Droit français, c'est pas facile. Hein. Charlemagne, Clovis, Cunégonde, c'est pas la vie d'un Africain, ça. C'est hors sujet pour moi. J'aurais préféré Sundiata, la vie de Sundiata, ou bien Sumaworo Kante, mais j'ai fait tout ce que la famille m'a demandé. Mais après, je les ai dit, maintenant, vous me fichez la paix. Je fais ce que je veux. Je fais ce que vous vouliez, maintenant, je fais ce que je veux. À la fin, j'étais têtu. J'ai eu plein d'ennemis. La famille la plus proche m'a littéralement déconseillé de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Seul le père a dit, tu sais quoi, j'aime bien le risque. Fonce, n'écoute personne. Je t'ai pas dit, hein. Il n'y a personne que c'est moi qui t'ai dit, mais fonce. Donc il a toujours été le supporter secret. Mon épouse aussi. On dit, un homme, pour que tu réussisses, la plus grande décision de ta vie, la plus grande, c'est qui t'accompagne. Ton conjoint, ta conjointe. C'est ta plus grande décision. Si tu as une femme qui dit, ok, chérie, tu peux foncer, ça peut marcher. C'est fini. Tu n'as besoin que de ça. C'est ça le Big Bang. Une seule personne, il suffit d'une seule personne qu'elle t'encourage. Et ça explose en feu d'artifice. Mais tout le reste de la famille, ils ont tout fait pour m'en dissuader, aller rentrer dans une institution onusienne, bosser là-bas, comme affecté à Abidjan, autre chose. Parce que eux, ils pensent qu'à mon style de vie, je dois maintenir ce style de vie. Moi, j'ai pas eu peur d'enlever les cravates, les vestes, de mettre un jean t-shirt et mes baskets et d'aller au chantier et puis vraiment de revenir sale à la maison mais comme un ouvrier. J'ai pas eu peur de faire ça pendant 3 ans et ça a réussi. Aujourd'hui j'ai une entreprise bien climatisée, tout marche très bien et puis voilà, je porte des costards encore. En tant que directeur de banque, tu as forcément une bonne expérience et une bonne visibilité de ce que tes clients faisaient avec leur argent. Mm-hmm. La première question que je veux te demander, c'est de ta vision, de ta vue de directeur de banque, quelles étaient les principales erreurs que tu voyais les gens faire avec l'argent? Buying a lifestyle, c'est-à-dire acheter un style de vie. Tu viens de gagner un bon boulot, tu te mets à acheter des iPhones qui coûtent 1500 €, tu te mets à acheter la grosse voiture, tu vas louer, plutôt acheter une baraque à crédit, mais monumentale et tout. Mais est-ce que tu as pensé que si demain, toi et ton patron, il dit « j'aime pas ta gueule », vous vous mettez à vous disputer, il dit « je te vire », tu fais quoi le lendemain? T'es foutu. La plupart des gens qui gagnent des grands boulots, tout ça, vont acheter des styles de vie au lieu d'acheter des investissements durables. Investissement durable, je parle par exemple de l'immobilier. Donc, ce que j'ai préconisé, ce que je disais à mes clients, quand tu gagnes beaucoup d'argent, voilà ce que tu fais. Diminue ton lifestyle, diminue tes dépenses. Réduis-les au strict minimum, au moins pendant les 2-3 premières années, pour accumuler le plus d'argent. Parce que lorsque tu diminues tes dépenses, l'argent devient beaucoup, tout d'un coup.
Si tu gagnes $1 million et que tu te mets à acheter des Maserati et des villas à Miami, ben, tu seras pauvre au bout de quelques mois ou quelques semaines. Mais si tu as $1 million, tes dépenses étaient à $50 000 l'année, par exemple, et que tu diminues tes dépenses à $20 000, ben, tu gagnes 30 000 de plus encore sur le reste. Et là, ce que tu fais, tu achètes des appartements ou au pays, tu achètes des terres, tu obtiens tes titres fonciers et tout. Non. Et là, tu t'enrichis. Le jour, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a un problème, tu as un problème de santé ou n'importe quoi, tu peux retourner au pays, par exemple, ou bien ici, tu peux dire, bon, je revends. Et là, tu vas te taper au moins 20 fois plus que si tu avais mis un compte en banque. En fait, il faut être malin. Arrêtez d'acheter des styles de vie dès que vous gagnez un salaire, un énorme salaire. Non, achetez plutôt des investissements. Mais pas des investissements volatiles comme en placer dans un compte bloqué ou investir en bourse. Non. Là, vous perdez de l'argent. Ou bien dire, je l'accumule dans un compte et puis je n'y touche pas. Non, là aussi, tu perds de l'argent. Parce que lorsque tu gagnes 2-3% d'intérêt et que l'inflation est à 5%, bah, ton argent vient de descendre de 2% là, net. Voilà. Mais comment tu réponds donc aux gens qui te disent qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter quand même? Parce que je gagne de l'argent et je dois me priver de tout. C'est pas normal. Il faut profiter quand même. Non, c'est pour un temps. En fait, c'est une stratégie. C'est pour un temps. Lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, pendant 3 ans, serrez-vous la ceinture à fond, diminuez vos dépenses à fond, accumulez le plus, investissez. Ne pensez qu'à ça, rien d'autre. Mais ensuite, lorsque vous avez fini d'investir, vos investissements, c'est comme planter des arbres fruitiers, vont produire des fruits. Lorsque ces fruits viennent et que vous êtes sûr, maintenant il y a une consistance, allez gaspiller comme vous voulez. C'est votre argent. Quiconque parle, dites-lui merde. Gaspillez comme vous voulez. Allez vous acheter un jet privé, un hélico. Soyez sauvage même dedans. Ça, c'est votre problème, c'est votre argent. Ça ne va jamais finir. J'aime bien une phrase dans mon pays. En Sousse, on dit makane manyoma, c'est-à-dire le gaspillage ne finira jamais ma fortune. Ben c'est ça, être intelligent un peu. Lorsque vous avez tellement investi que les investissements vous rapportent, bouffez l'argent de l'investissement. Les dividendes de l'investissement. C'est ça que vous bouffez. C'est sur ça que vous faites le show. Mais pas sur la vache, mais le lait. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que, un peu d'une autre manière, il faut alors, les riches se font plaisir avec les bénéfices de leurs investissements. Exactement. Les pauvres se font plaisir avec leur salaire. Directement. Le salaire, c'est simplement... On te paye... Aux États-Unis, on aimait bien dire ça. L'employeur te paye tout juste assez pour ne pas que tu dises « Mince, je me barre d'ici ». Et toi aussi, tu ne bosses que tout simplement... Tu bosses assez simplement pour ne pas qu'il dise « Allez, je te vire ». Tu bosses pas assez. Ouais. Chacun ne fait que le minimum syndical. Ton salaire te permet simplement de subsister. Mais... tu cherches à subsister toute ta vie, après tu meurs, on dit ainsi repose cette personne, ou tu cherches à vivre. Vivre, c'est lorsque vous avez fini d'investir. L'investissement vous rapporte, les dividendes sont tellement là que maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous tailler en Thaïlande, aller à Phuket, passer 1 mois si vous voulez, allez vous payer 2 000 € par jour, par nuit dans un hôtel aux Bahamas ou bien dans les Barbades. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous n'avez de compte à rendre à personne. Alors que personne ne vienne vous dire après, oui, mais il y a les pauvres en Afrique, dans tel pays, et toi, tu gaspilles tout cet argent. C'est pas leur problème. Gaspille, mon frère, ma sœur. Fais ce que tu veux des dividendes de tes trucs. Tu peux aider 2, 3, 4 personnes autour de toi, mais vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité. Hein. Tout ce que tu peux faire, c'est de créer des entités qui embauchent des gens. À travers ceux qui gagnent là, eux aussi vont essayer de se développer avec. L'assistanat, dire que toute ma fortune, je vais te donner à tout le monde tout le temps, ben vous allez créer plutôt des mendiants. Des gens qui vont vivre qu'à travers votre argent, qui ne vont pas produire. Vous aurez tué le plan de Dieu, là. Peut-être que c'était des futurs héros qui étaient là. Mais à force, vous, de leur donner, ils sont devenus dépendants. Ne créez pas la dépendance, pardon. Les dividendes, bouffez comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Go ahead. Du coup, toi, en tant qu'ancien directeur de banque, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut s'enrichir? C'est quoi les 2-3 étapes? La première chose, c'est de ne pas essayer coûte que coûte d'augmenter les sources de revenus. J'ai vu des amis dans le passé qui avaient 3 jobs. Ils faisaient le premier job, vendeur comme moi, dans ce supermarché. Le soir, après, ils faisaient sécurité de 19h à minuit. Après minuit, encore sécurité ailleurs, encore jusqu'à 6h du matin. Après, ils dormaient 3 heures. Après, ils rejettaient. On ne s'enrichit pas comme ça.
Diminuez vos dépenses. Diminuez, coupez vos dépenses. Utilisez le diagramme. Moins urgent, plus important, moins important. C'est une sorte de croix comme ça. Tout ce qui est super important, super urgent, dépensez. Tout ce qui est important mais pas urgent, planifiez. Tout ce qui est moins urgent, moins important, mettez ça pour un autre jour, voire même balayez de côté. Ce n'est pas une dépense que vous devez faire. Mettez ça. Réduisez vos dépenses. Réduire les dépenses ne veut pas dire réduire 10%. Non. Je parle de réduire 70%. Comment on fait ça? Simplement, si vous avez l'habitude d'aller à la boulangerie à côté en voiture, tapez à pied. Si vous avez une autre course à faire au bout de 1 kilomètre, tapez à pied. Vous économisez un peu d'argent au niveau de l'essence. Vous ne gaspillez pas là de l'argent. Si vous avez l'habitude chaque midi d'aller prendre un petit Starbucks ou bien au pays, le maquis à côté amène la nourriture ou bien le restaurant, coupez tout ça. Prenez les restants du repas de la veille. Mettez dans un bon truc là. Une gamelle. Voilà, dans une gamelle. Et puis acheter un four à micro-ondes. Là, c'est un bon investissement. C'est un super investissement. Un petit four à micro-ondes au boulot. Et réchauffez la nourriture de madame. Après tout, ça a été fait avec amour. Et mangez ça. Buvez de l'eau. Arrêtez tout le temps café, machin. Prenez le prix de ces cafés, multipliez par le nombre de jours dans la semaine, 5 jours. Multipliez par le mois, le nombre de jours travaillés dans le mois, 20 jours après toute l'année. Vous allez découvrir là que c'est une fortune. Rien qu'à cause d'une petite envie dont vous pouvez vous passer. Et d'ailleurs, boire de l'eau, c'est bon, ça nettoie les reins. Donc, c'est comme ça on économise, c'est comme ça on réduit. Et tout ce qui est vacances et autres, franchement, pendant 2-3 ans, tu peux te priver de vacances. En 5 ans, j'ai pris une seule fois des congés de 2 semaines. Et ça aussi, c'est pour faire une petite chirurgie. Là, c'est tout sur mon front qui était vraiment nécessaire. Et puis, c'est tout. J'ai coupé tout ce qui est vacances. Là, je recommence mes vacances encore parce que j'ai dépassé ma 6e année. L'entreprise est restabilisée. Et là, je peux me permettre de le faire. Mais coupez vos dépenses. Une fois que vous avez fait tout ça, ensuite, tout ce que vous avez accumulé, investissez dans ce qui est durable. Immobilier, par exemple. Agriculture, par exemple. Ça va vous rapporter de l'argent en continu. Des dividendes, maintenant, vous viennent. Ça pleut sur vous chaque année. Ça ne finit pas. Et là, maintenant, vous pouvez comme on dit, faire des folies sur les dividendes. Et toi, tu l'as appliqué toi-même? Je l'ai toujours appliqué parce que mes parents... Tu t'es privé de quoi, par exemple? Je me suis privé de vacances. Là, c'était vraiment terrible. Les vacances, c'était voir c'était tout le monde pour toi? partir. Oui, parce que j'étais habitué à mes vacances en France, aux États-Unis et tout, et couper et ne jamais aller en vacances. Mais plutôt bosser comme un dingue. Je ne parle pas de bosser de 8h à 18h. Je parle de bosser de 8h à 3h, 4h du matin. Parce que je veux construire une entreprise pérenne. Très bien cotée, très respectée. Une entreprise impactante. Donc, je me suis privé de ça. De 2, avant, j'achetais tout le temps de très bons sandwichs, de très bons repas à midi. J'ai arrêté tout ça. Madame la gamelle prépare, j'amène ça au boulot. Sans gêne, sans honte. Alors que beaucoup de mes employés étaient plutôt déjà, resto et tout. Non. J'ai coupé tout ça. Le boss mange la gamelle. Oui. Et le téléphone aussi, je ne me suis jamais payé un téléphone coûteux. Toujours un téléphone en dessous de 200 €. Point final. J'étais à des conférences où il y avait des présidents assis. Invités, par exemple, une fois par 2 présidents. J'étais assis. Un président était à gauche, l'autre était à droite. Et j'étais le seul assis là sur la table des 2 présidents. Mon téléphone valait 120 €. Comprenez ça? Alors j'ai économisé, j'ai coupé tout ce qui n'était pas important, tout ce qui n'était pas urgent. J'ai tout coupé. J'ai assez accumulé tout ce que j'ai économisé, j'ai réinvesti dans l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui peut se permettre maintenant de m'acheter un iPhone. Et bizarrement maintenant, j'ai un iPhone avec moi, le dernier modèle. Pourquoi? Parce que l'entreprise l'a acheté. C'est pas moi personnellement qui l'ai acheté, mais c'est l'entreprise. Voilà. Donc, coupez toutes vos dépenses inutiles, non urgentes. Et de 2, tout ce que vous avez accumulé, investissez ça dans l'immobilier. Pas dans le volatile, comme en bourse ou des comptes en banque, c'est pas bon. Mais il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que la bourse volatile. En bourse, il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie un peu plus risquée, mais il y a aussi des stratégies beaucoup plus calmes. Quand tu en parles, on dirait que la bourse, ce n'est que la stratégie risquée. Il y a aussi des gens qui sont un peu en mode bon père de famille, qui ont des rentabilités moins importantes, on est d'accord, mais
qui peuvent mettre leur argent en bourse. Parce qu'il y a des gens qui vont certainement te dire, mais pourquoi tu dis ça en bourse? On n'est pas obligé de prendre de gros risques. Si vous voulez le long terme, ce que vous venez de dire là, allez-y, bon courage. Une petite crise financière et tout est lavé. Et j'ai vu des gens faire ça. Ils n'ont pas investi au niveau action, tout ça, tout ce qui est super volatile. Ils ont investi plutôt au niveau des assurances, des choses comme ça, qui croyaient vraiment pérennes. Ça a lavé 80, voire 90% de tout ce qu'ils ont économisé toute leur vie. J'ai vu aux États-Unis, par exemple, un ex-manager que j'avais qui m'a dit « J'avais plus de 200 000 $ accumulés avec mon système d'investissement là, périn, au niveau des assurances. » Et aujourd'hui, ça vaut plus que 60 000 $. Et ça, ce n'était qu'au début de la crise financière. Croyez-moi, tout ce qui est à ce niveau, c'est volatile. Ce qui ne ment pas, c'est la terre, c'est l'immobilier et l'or. Tout le reste, c'est volatile. Tout le reste est volatile. Maintenant, ne laissez aucun banquier vous convaincre patati patata. Pourquoi? J'étais banquier, je peux vous dire, pendant une dizaine d'années. Le rôle du banquier, c'est de s'enrichir. Le rôle du banquier, c'est pas de vous enrichir. Il vous montre, il vous dit tout, oui, vous allez, d'accord, vous tombez dans le panneau. Good luck. Le rôle du banquier, c'est de s'enrichir. We are in bank. Oui, On disait ça. Ouais. I'm in bank to make money. Ok? C'est son seul rôle. Il te paye. La banque, par exemple, utilise des techniques. Nous avons utilisé des techniques aux États-Unis qui ont fait que, franchement, le subprime ont tué tout le système. Et une crise financière encore est latente au niveau mondial en ce moment. Ce qu'ils font, c'est de la couver. C'est comme une gangrène. Tu la couvres, tu mets du parfum là-dessus pour ne pas qu'elle pue. Mais tôt ou tard, tu finiras par une septicémie et mourir. Alors, vous voulez toujours mettre dans ce système-là, alors qu'un billet de banque ne... Par exemple, aux États-Unis, le billet de banque ne repose plus maintenant sur la quantité d'or qu'on a à Fort Knox. Tout à fait. Ça ne repose plus là-dessus. Donc, le jour que l'Amérique tombe, une grosse partie de la planète tombe. Et croyez-moi, Rome est tombée. Je ne souhaite pas que l'Amérique tombe, j'ai le passeport américain aussi. Non, mais y a des systèmes qui sont vraiment faillibles et il y a beaucoup de fragilité dans leur système. Ils vont vous donner toutes les garanties, mais il y a la fragilité. Regardez les subprimes aux États-Unis, les effets dominos en France. L'Amérique tousse, la France attrape la grippe. Le Portugal, la Grèce, eux, qu'est-ce qu'ils ont eu? Eux, ils ont eu Covid même, je peux dire. Mais vous croyez qu'en Afrique, on a souffert? Non, pas du tout. Parce que l'Africain, sa fortune en général, c'est pas en banque, c'est dans la terre. Il a acheté des terrains, il a construit des maisons, il a une plantation. C'est pour ça que l'Afrique a beaucoup plus survécu. La crise financière de 2007-2008. Donc l'Afrique a raison. Mais les banques ont besoin de votre argent. Donc ils vont essayer de vous convaincre coûte que coûte de placer là-bas. Tu places, tu gagnes, comme j'ai dit tout à l'heure, tu gagnes 2-3%, d'accord, c'est super. Mais l'inflation à 5, voire 7% quelquefois dans l'année. Tu as perdu combien? Ton argent n'est plus 100%, il ne vaut plus que 98 ou 97%. L'année suivante encore, il vaut 92%. L'année suivante, il vaut 80% de la première valeur. C'est ça, on dit future value of money. C'est jamais pareil. $1 million en 1960 n'est pas pareil que $1 million aujourd'hui. $1 million, ce que ça pouvait acheter dans les années 60 est différent. Aujourd'hui, $1 million achète moins. Oui, bien sûr, l'inflation. Ben voilà. Donc tu dis, pour récapituler, première étape, cote, réduis tes dépenses. Mais quand vous réduisez, ne vous mentez pas. Ne réduisez pas genre le prix du coton-tige. Réduisez ce qui est important. Aux sorties ciné. Tapez-vous Netflix, par exemple. Regardez la télé. Tu vas aller en voiture. Marche à pied. Tu veux acheter un sandwich à ton Starbucks, tout ça. Coupe tout ça. Fais-toi un petit café à la maison et viens avec ça ici. Au boulot plutôt, avec la gamelle aussi. Ton petit riz, la poulet que ta femme t'a fait avec amour. Mange ça. Le petit restaurant. Il y a toujours un restaurant de la veille. Bonne bouffe de madame ou de monsieur aussi. On peut ramener ça avec vous. Vous allez comprendre qu'à la fin de l'année, vous avez économisé. Quand même. Ça ne va pas être des millions de dollars, mais quand même, c'est substantiel. Calculez seulement. Faites ce calcul à la maison. Combien vous dépensez par jour? Transport, essence ou bien bus et autres. Et combien vous dépensez au niveau nourriture? Mettez ensemble, multiplié par le nombre de jours que vous travaillez dans l'année. Vous allez voir que là, ça peut vous payer un billet d'avion, en tout cas Paris-Yaoundé, sans problème. D'accord. Donc, tu as dit que réduisez vos dépenses. Et puis, deuxièmement, investissez l'argent que vous avez pu dans réduire. Ce qui est sûr.
dans des actifs certains, tels immobilier ou bien la terre en tout cas. Okay. Oui, en tout cas tout ce qui est lié à la terre parce que ça ne ment pas. Là, ça gagne toujours de la valeur, quoi. D'accord, ok, très bien. L'autre question que j'ai envie de te poser maintenant dans un tout autre registre, pour toi, c'est quoi être riche? Est-ce que tu te considères comme riche? Pour moi, la richesse, c'est pas l'argent. L'argent fait partie de la richesse, mais c'est pas nécessairement que l'argent. C'est plutôt l'impact. Lorsque je vois que les produits, les technologies que j'ai fabriquées ont vraiment un impact, les gens sont contents de ça, ça a aidé à augmenter la productivité et tout ça, et je vois qu'ils ont des marges de profit qui s'élèvent et tout, et je sais que ça, c'est grâce à une idée que j'ai eue, que j'ai transformée en équipement, et l'équipement aide les gens. Waouh, je sais que je les ai vendus, j'ai reçu de l'argent, d'accord, mais lorsque tu es content à l'extrême, parce que tu vois ton produit faire des merveilles au niveau impact, mais c'est génial, c'est ça la réussite. Et la réussite aussi, la richesse, c'est surtout lorsque tu arrives à transmettre tes connaissances et tu vois que ce que tu connais, les autres aussi maintenant peuvent reproduire dans ton entreprise ou dans ta famille, ils peuvent faire la même chose. N'ayez jamais peur de cette concurrence-là. S'aimez vos connaissances, vous ne savez pas ce que l'autre peut en faire. Comme j'aime bien le dire, mon fils, une fois j'ai passé 20 minutes à regarder YouTube, à fabriquer une sorte de F-18 Hornet, avion américain avec les gouvernails, 2 gouvernails derrière. 20 minutes, très compliqué, je ne l'ai même pas bien réussi. Ben, mon fils me regardait le faire, il n'a que 6 ans. Après, j'étais distrait par le téléphone. Ben, il a refait avec un autre bout de papier, A4, comme pour moi, mais lui en moins de 10 minutes, pas 20 minutes. Et aujourd'hui, il fabrique plein de ces avions dans la maison. Et franchement, à mon âge, là, je ne sais toujours pas le faire sans regarder YouTube, mais lui, il sait le faire. Je viens de transmettre une connaissance à mon fils. Et ça, c'est la richesse pour moi. Très bien, très bien. OK. Et l'argent, c'est quoi? Un bout de papier mélangé avec du tissu pour rendre durable, qui permet de transmettre une chose d'un point A vers un point B. C'est tout. Ça ne m'appartient pas, ça appartient au gouvernement. C'est un outil. Quand on dit « it's a tool », c'est un outil, point final. Dans la banque aux États-Unis, on nous disait « The day you will see this piece of bill as real money, it's time for you to quit. » Le jour que tu vas vraiment réaliser, comprendre que ce que tu as là, le bill, c'est de l'argent et ça a une force, ça peut faire ça ou ça, il est temps pour toi de démissionner. Entre guillemets, ou entre parenthèses, parce que tu risquerais de voler, parce que tu as envie de cette puissance que cet argent-là donne. Vous comprenez? Donc pour moi, l'argent, c'est un outil, c'est comme un stylo. Le stylo te permet d'écrire, tu peux écrire un livre avec et le vendre à des millions. Pour moi, l'argent me permet d'acquérir ça pour réaliser ça et impacter des gens. J'en veux, oui, mais je veux plus que ça, au-delà de l'argent. Tu es prêt à quoi pour avoir beaucoup d'argent? Je suis prêt à quoi pour avoir beaucoup d'argent? Je sais une seule chose. Je ne suis pas le genre de personne qui court derrière l'argent, mais plutôt derrière l'impact sur les populations, le résultat du travail. Ensuite, parce que je sais que lorsque l'impact est immense, super positif, les gens sont contents, il y a de la qualité, je sais que l'argent pleuvra. Oui, en fait, l'argent, c'est quelque chose qui vient suite à autre chose. Donc, je ne cours pas derrière l'argent, mais je fais que l'argent pleuve sur moi. C'est ce que je fais. Très bien, ok. On va parler maintenant de 3-4 thématiques qui sont très importantes ici. La première, c'est la dette, le crédit. Quel est ton rapport au crédit? Est-ce que tu es quelqu'un qui est endetté? Est-ce que tu utilises le crédit? Et qu'est-ce que tu conseilles par rapport au crédit? Ne prendre de crédit que si tu es super riche. C'est-à-dire, si tu as $1 million ou 1 million d'euros en compte en banque, tu peux prendre $100 000, $200 000, parce que tu sais que tu as assez pour rembourser. Si tu es pauvre, tu prends un crédit, tu es esclave à vie, ou la moitié de ta vie. Tu te réveilles avec des angoisses. Est-ce que je vais perdre mon boulot? Si je perds mon boulot, est-ce que je pourrais payer le crédit? Parce que si je ne paye pas le crédit, je vais perdre ma maison, ma voiture. Tu es esclave. Tu n'es jamais à l'aise. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans les sociétés capitalistes avec le crédit. Oui, mais attention, ceux qui s'enrichissent sont les riches. C'est eux qui savent utiliser le crédit. Quand tu es très riche, n'utilise pas ton cash. Utilise que du crédit pour t'enrichir encore plus. Je vous donne un exemple. Je conseille ça à mes clients, par exemple, qui prenaient des cartes de crédit où il y avait 10 000, 20 000 $. Je leur disais tout le temps. Ou des lignes de crédit, ils prenaient 100 000 $. Je leur disais tout le temps, si tu consommes tout cet argent au premier, et si au 27 du mois, tu rembourses le tout, au 28 du mois maximum, c'est fini, il n'y a aucun taux d'intérêt appliqué là-dessus.
Parce que l'intérêt n'est calculé qu'à la fin du mois. Vous comprenez? Qu'à la fin du mois, au 30e jour, comme ça. C'est là que ça commence à s'accumuler, quoi. Après, sur les 12 mois aussi. Donc, le crédit ne le prends que si tu es super riche. Si tu n'es pas super riche, vis de ce que tu as. Parce que si tu es pauvre, tu prends le crédit. Après, tout ce que tu vas gagner comme salaire, c'est pour rembourser le crédit. Et tu ne pourras plus maintenant te développer ni t'enrichir. Parce que tout ce que tu gagnes va rentrer dans le loyer et dans le crédit. Tu deviens quasiment stérile. Tu ne fais que survivre, pas vivre. Et pourtant, c'est comme ça que les gens achètent leur maison en Occident. Ils prennent un crédit sur 25 ans et ils payent avec leur salaire. Tu considères que c'est un esclavage? C'est une folie. Parce qu'au bout de 25 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont presque approché la mort. Au moment où ils doivent profiter de la vie, ils doivent mourir maintenant. Et les enfants héritent, ils s'en fichent, ils revendent ça, ils vont faire la fête. Et puis c'est tout. Bon, je sais que c'est caricatural ce que je dis, mais je trouve que la façon de vivre à l'occidental, 23 ans, j'ai vécu comme ça de toute façon, c'est en décadence. C'est pas bon à long terme. Vous passez aux États-Unis 30 ans à payer une dette. Et à quel âge vous commencez à prendre ce crédit? Lorsque vous avez atteint 30 ans, 35 ans. OK? C'est là que vous avez un très bon boulot, assez de crédibilité au niveau des banques pour avoir un prêt, pour avoir une maison. En général, 30, 35 ans, voire quelquefois même 40 ans. Hein. Pas avant. OK, vous prenez à 30 ans. Après, vous avez 30 ans de dette. Arrivé à 60, 65 ans. L'espérance de vie, c'est quoi aux États-Unis? Entre 65 et 70 ans, je crois. Et puis c'est tout. Et vous mourrez. On avait même inventé un produit dans la banque. On appelle ça reverse mortgage. Les traits renversés. C'est-à-dire, la banque te dit, si tu as plus de 70 ans, sachant que les statistiques disent autour de 70 ans, tu vas mourir. Si tu as plus de 70 ans, on est prêt à, par exemple, tu as une maison de 500 000 $, on est prêt à te donner 4 000 $ chaque mois. On te verse un salaire pour ta maison. Tu gardes ta maison. Mais tu ne donnes ton titre foncier. Le jour que tu meurs, la banque récupère ta maison. En fait, là, le pari, c'est que sur ta mort. On parie sur ta mort. Oui, il y a tous ces stratagèmes-là. Je vous dis, c'est très décadent. En fait, je me suis aperçu de ça au bout de 10 ans. Je me suis dit, oula, il faut se barrer d'ici parce que ça va pas nous développer. Alors qu'en Afrique, j'ai par exemple un de mes soudeurs qui gagne autour de 200 € par mois. Parce que le fonctionnaire gagne autour de 100 €, voire même moins. Je paye mes soudeurs, par exemple, 2 fois plus cher qu'un fonctionnaire de l'État, par exemple. Un fonctionnaire bas niveau, un moyen. Lorsqu'il est venu me dire, boss, au bout de 2 ans, je vais finir ma maison bientôt, un peu à l'extérieur de la capitale, quoi. Je dis quoi? Il me dit, ouais, j'ai construit ma maison, ma petite maison, 2 chambres, salon, tout, j'ai fini. Je ne l'ai pas cru. Quand il inaugurait un jour, il m'a demandé, quelques jours fériés, il m'a dit, ouais, parce qu'il faut que j'inaugure ma maison, je dois déménager. J'ai dit, attends, du salaire que je te verse là, sérieusement, tu as pu construire? Il dit, oui, parce que j'avais gagné le terrain là de mes parents et j'ai pu construire avec le petit salaire là. Mais jusqu'à présent, c'est de lui dont je suis le plus fier dans mon entreprise. J'ai des directeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont tout dilapidé. En allant, en achetant des machines pour les mines d'or, détecter de l'or, ils se sont fait arnaquer. D'autres ont dépensé pour financer les études d'une petite, comme on dit, d'une copine. La copine a fini par se marier avec un diaspo, l'a largué. Non, mais sérieusement, ils ont tout dilapidé, croyant qu'ils gagnaient beaucoup. C'était voilà, quoi. Ils gagnaient vraiment beaucoup. Hein. Là, je peux vous dire, salaire à la française. Hein. Mais la plupart d'entre eux, lorsque l'entreprise a connu des difficultés en 2021-22, et ils sont sortis de l'entreprise, ils se sont cassés la gueule au bout de 6 mois. Mais lui, là, qui gagne 200 € ou un peu moins de 200 €, a pu construire sa maison. Il ne loue plus. Il est dans sa petite maison, tranquille. Ça, c'est super. Le gars, là, n'a pas acheté un style de vie lorsqu'il avait l'argent. Il a acheté un investissement. Il a placé ça dans l'immobilier. Voilà. Excellent. C'est quoi ton rapport à l'épargne? Est-ce que tu épargnes beaucoup toi-même? Presque pas. N'épargnez pas. C'est contre-intuitif. Voici le secret. Vous épargnez votre argent, vous le thésaurisez. Chaque année, l'inflation grignote un peu. C'est comme un grand gâteau que vous mettez, une grande tarte, vous mettez dans le frigo. Chaque année, naturellement, quelque chose, le vent grignote une partie. Au bout de quelques années, il n'y a plus que la moitié du gâteau là-bas. Vous croyez que vous épargnez? Non. Vous venez de donner de l'argent à la banque qui utilise votre argent pour prêter à d'autres personnes pour gagner de l'argent. Mais vous n'avez fait que perdre de l'argent dû à l'inflation.
vous gagnez 3% taux d'intérêt. L'inflation à 5, 6, 7, 8, 9% pour certains pays. Ben, vous perdez. Chaque année, c'est grignoté un peu comme une petite souris qui vient, qui grignote ça. Au niveau de la valeur, quoi. Le montant est toujours là-bas, hein. Mais la valeur, le pouvoir d'achat de cette même somme que vous avez dépensée n'est plus pareil. Donc, je ne vous conseille pas de laisser 100% de votre argent. Ce que vous devez faire, c'est de prendre à peu près 80-90%, d'investir dans ce qui est durable, ce qui va vous générer de l'argent dans 5, 10, 20 ans. Ne soyez pas pressé d'avoir des dividendes maintenant. Ça viendra tôt ou tard. Donc, l'épargne, faites très attention. Je sais que la chanson habituelle, c'est épargner. N'épargnez en fait que 20-30%. De quoi aller à l'hôpital, acheter de la nourriture, acheter son essence pour assurer le minimum, quoi, épargne le confort. Épargne de sécurité pour votre confort. Oui, mais 70% investissez dans du durable, pas du volatile. Ok, d'accord, très bien. Et c'est quoi du coup pour toi, d'après toi, les meilleurs placements? Comme je dis toujours, dans l'immobilier, achetez des appartements. Si vous gagnez beaucoup, achetez des appartements. Si vous ne gagnez pas beaucoup, par exemple, vous êtes en Afrique, achetez des terres, obtenez tous les papiers titres fonciers, mettez une clôture et vous pouvez laisser ça comme ça. Le jour que vous avez plus d'argent, vous pourrez construire une villa comme vous voulez ou une petite case dedans. Mais mettez la clôture, obtenez tous les papiers légalisés. Mettez la clôture, un portail fermé. Comme ça, on ne risque pas de venir vous voler votre terrain. Ça se passe énormément en Afrique aussi. Il faut être très intelligent. Obtenez tous les papiers, clôturés, fermés. Comme ça, quand on passe devant, on dit « Ah, il y a une maison dedans. » On vous fout la paix. Voilà. Okay, très bien. Le quatrième pilier sur lequel je vais discuter avec toi, c'est la transmission. Tu as des enfants. Quelle est ta stratégie pour leur transmettre ton héritage? En sachant que c'est un vrai problème qu'on a dans notre communauté. Beaucoup de milliardaires africains, quand ils meurent, leurs enfants dilapident les biens, se battent pour essayer chacun d'avoir une partie de l'héritage. C'est pas beau à voir. Alors qu'on sait bien que si tu veux bâtir un empire, ça peut pas se faire sur une génération. C'est très rare. Il faut que ce soit sur plusieurs générations successives. Et je pense que ce que tu es en train de bâtir avec Tulip, c'est pas juste pour toi-même. C'est pour que ça te subsiste. Tu parles d'impact. Un impact, c'est sur du long terme. Tu vas peut-être voir le début, mais ce sont tes enfants qui vont voir la suite. Donc, est-ce que tu penses à ça, à la transmission de ton patrimoine? Si oui, c'est quoi tes stratégies? Moi, je donnerais l'exemple, par exemple, de mes parents qui ont commencé avec rien. C'est-à-dire, à part le diplôme que le papa avait en Allemagne de doctorat en chimie quantique, il n'y avait pas d'argent. Il arrive dans un pays super communiste, à la Corée du Nord, où tout le monde a quasiment le même niveau de vie. Bon, sauf la classe dirigeante, et lui, il n'était pas de ça. Ses premières chaussures, c'est à l'âge de 11 ans, il a eu. La mère n'a jamais fait l'université. Elle était sage-femme. Ils se sont débrouillés petit à petit ensemble. Leur premier canapé est venu de 2 palettes qu'on a données au papa à partir du port autonome, avec un ami menuisier qui lui a fait un meuble. Et ils ont fait du rembourrage avec du tissu, des anciens sacs de riz, là, tout. Donc, ils ont commencé de zéro. Mais tout ce qu'ils ont fait de leur vie, c'est investir dans la terre, dans l'immobilier. Et ensuite, ça les a permis, la revente de certains terrains, ça les a permis de créer des entreprises. Et c'est comme ça qu'ils ont gravi les échelons. Et aujourd'hui, ils habitent dans du super luxe. D'accord. Nous, ils ont pu nous placer dans des écoles. Mais à chaque fois qu'ils nous donnaient 1 sou, 1 franc français ou 100 francs, parce que c'était le franc français, ils nous disaient, on vous donne ça, mais on s'est privé ça pour vous donner ça. Donc, ils nous culpabilisaient en même temps. Donc, on a appris que rien n'est gratuit dans la vie. Ils nous ont créé cette échelle, je dirais en argent ou en or, pour qu'on puisse gravir, pour qu'on ne commence pas comme eux. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce que moi aussi je fais aujourd'hui, j'ai 46 ans, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour créer une sorte d'ascenseur pour mes enfants, pour qu'ils puissent gravir plus loin. Ensuite, eux aussi vont créer des fusées pour que leurs petits-enfants gravissent plus loin. Chacun fait pour le pas pour soi-même. Les super millionnaires, très souvent, qui meurent en Afrique et leurs enfants dilapident, ils n'ont bossé que pour eux, ils ont profité pendant leur temps de vie, mais ils n'ont quasiment rien enseigné à leurs enfants de durable. On dit en général, les temps durs créent des hommes forts. Les hommes forts créent des situations, des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs, des temps difficiles. Moi, je fais en sorte que mes enfants ne se disent jamais « Waouh, on est dans le super luxe, on peut faire ce qu'on veut. » Non. Je leur dis toujours « Je t'achète ça, mais je me prive de ça pour t'acheter ça. Attention, utilise bien, ne casse pas. » Et il faut faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible.
Et tout ce que je fais aussi, je les invite très souvent dans mon entreprise pour qu'ils me voient travailler et tout ça, pour qu'ils commencent à s'imbiber. Ils n'ont que 6 ans. Hein. Le premier a 6 ans, le premier a 12 ans, lui il est aux États-Unis, le deuxième a 6 ans, il est en Guinée, le troisième aussi a 2 ans et demi, la quatrième il n'a que 1 mois. Mais je fais tout pour que mes enfants me voient travailler, pour qu'ils se disent, le père il bosse dur quand même pour gagner ça, il faut que je bosse dur. En fait, j'essaie de gentiment les culpabiliser pour qu'ils comprennent que rien n'est gratuit. Après moi, je veux toujours qu'ils se considèrent comme ça, qu'ils continuent à créer des temps faciles. Et après, en virtuel, créer des temps durs pour eux-mêmes, pour toujours se régénérer. Il faut toujours se régénérer. Donc, je fais en sorte de transmettre mes connaissances, de les imbiber dès maintenant pour qu'ils comprennent qu'il faut bosser dur. Rien n'est gratuit. Il faut toujours continuer à avancer. Est-ce que tu penses que le message passe? Oui, très bien. Lorsque je l'ai appris à faire ce petit avion en 20 minutes et que lui, il a reproduit en 10 minutes et qu'aujourd'hui, il arrive à reproduire ce petit avion en moins de 3-4 minutes, j'adore parce que je viens de lui transmettre une connaissance à travers YouTube et lui, maintenant, il pourra aussi transmettre ça à ses enfants. Genre, je fabriquais comme ça quand j'étais gamin, ça. C'est ça, en fait, le vrai héritage. C'est la connaissance. L'argent, c'est volatile, mais la connaissance, ça, c'est éternel. Ça embraye sur la question d'après la richesse. C'est quoi pour toi, la richesse? La richesse, pour moi, c'est un résumé, un condensé entre la réussite au niveau technique et l'impact sur les populations et le profit qui est généré par ça. Si vous voyez la richesse, c'est quoi encore? C'est lorsqu'on arrive à transmettre des connaissances en héritage. La plupart des gens croient que la richesse, c'est l'argent. L'argent, c'est volatile. Vous pouvez avoir 100 millions de dollars en compte en banque. Une crise financière arrive et vous perdez tout. C'est arrivé en octobre 1929 où des milliardaires américains ont sauté des fenêtres des immeubles pour se suicider parce qu'ils ont tout perdu. Ils ne voulaient pas aller à la soupe populaire, donc ils se sont suicidés. Mais par contre, la connaissance est restée. L'argent était parti, mais la connaissance était restée. Comment fabriquer des ponts, ça c'était resté. Comment fabriquer des voitures, c'était resté. Pour moi, c'est ça la richesse. C'est la connaissance immense. Parce que partout où tu es, même si ta maison brûle, tu peux recréer encore tout à partir de rien. C'est ça une vraie richesse. Et tu te considères donc à cet égard-là riche? Est-ce que tu penses que tu as ça, cette capacité à pouvoir créer la richesse partout où tu peux être maintenant? Je dis tout le temps, même si je perdais toute mon entreprise, ça m'est presque arrivé entre 2021 et 2022. Une toute petite anecdote rapide, c'est que j'ai misé sur les institutions internationales au lieu de miser sur le gouvernement, c'était pour obtenir des contrats. Et donc, ces institutions, oui, j'ai fait des projets pilotes avec eux, des projets. Et oui, mon entreprise était vraiment pérenne. J'ai pu réinvestir dedans, salle de sport, restaurant pour les employés. Tout était superbe. Les employés, tout le monde riait, c'était beau. Tout le monde est jeune là-bas. Ensuite, nous avons eu un coup d'État et les institutions ont arrêté tout. De 74 employés, en quelques mois, je me suis retrouvé à 4 employés. Waouh! Comprenez ça? Les sourires, les gens à côté. Ouais, toutou, on est ensemble, on est une famille. Ok, d'accord. Dans leur tête, peut-être. Mais moi, ils m'ont pas montré ça au bout d'un moment. Presque tout le monde s'est barré. Wow. La seule personne à rester avec moi, c'était mon financier, mon comptable. Il est resté. Il a dit, on y va. On va réessayer. Et moi, j'ai profité de ce moment-là pour alors prendre des stagiaires, vu que les stagiaires, je ne pouvais pas les payer. Mais je peux vous dire que 98% de mon entreprise s'est barrée. Tout le monde s'est barré. Je suis resté avec lui seul. Alors, je me suis dit, d'accord, tout est mort, mais j'ai encore l'immeuble. J'ai fini le restaurant. J'ai fini la salle de sport ultra moderne d'une capacité de 35 personnes dedans. En même temps, j'ai tout fait pour l'immeuble pour que ça soit clinquant. Au point même d'inviter le vice-président de la Banque mondiale, Ghana Mafez, l'Égyptien, qui est venu en jet privé, qui est venu avec les autres directeurs Banque mondiale d'Afrique, chez moi, dans mon entreprise à Tulipe. Ça fait grand bruit sur YouTube, vous pouvez même voir ces vidéos et tout. C'était super. Au point que le président de la République m'appelle pour m'engueuler pourquoi j'ai fait ça là-bas. Et j'ai dit, je suis libre de le faire, point final. Donc je l'ai fait, je l'ai nargué, et puis tout. Mais ce qui se passe à la fin, au bout d'un moment, il y a un coup d'État qui se passe. Beaucoup de personnes souhaitaient ça, de toute façon. Le coup d'État se passe. Les institutions décident alors de se replier, de ne plus collaborer avec la Guinée tant que l'ordre constitutionnel n'est pas revenu. Moi, c'était mes sources de revenus, les projets avec ces institutions-là. Je reste là 1 mois, 2 mois, ça ne va pas. Par mois, les salaires que je dépensais,
je peux plus tenir. Parce que là, je mourrais, quoi, carrément. Bah, je décide congé technique. Mais aussi, les employés clés décident de se barrer, quoi, d'aller voir ailleurs, pendant qu'ils sont toujours frais. De 74 employés, en quelques mois, je me suis retrouvé à 4 employés. De 4 employés, nous étions 2. Parce que je m'appelle toujours moi aussi employé. Parce que je suis payé par cette société, ma société. Moi et le comptable. Waouh! 74 à 2. 74 à 2, croyez-moi. Mon parking était tellement bourré que j'engueulais les gens. Ma place de parking ne doit pas être prise par quelqu'un. Tout ça, il faut réorganiser les véhicules dedans parce qu'il n'y a pas de place de parking. Pourtant, c'est immense. Hein, c'était sur 400-500 mètres carrés, hein, place de parking. C'était tout le temps bourré. Et là, je vois qu'il n'y a que mon véhicule, ma camionnette et le grand camion garé. Je monte les escaliers, le bruit d'habitude, c'est un bruit là, assourdissant. L'écho, je l'entends. Personne. Il y a de quoi, franchement, se planter une balle dans la tête ou je sais pas, tu dis, tu as raté, c'est fini, c'est mort. Et beaucoup ont parié que j'étais mort au niveau entrepreneurial. Il y avait beaucoup d'argent avant et là, zéro. Et comme j'aime pas, moi, épargner, j'aime tout réinvestir dedans pour que l'entreprise soit vraiment forte. J'avais plus d'argent. Et donc, j'ai coupé toutes mes dépenses. Toutes. Je me suis ramené encore à moins de 200 €, autour de 100, 150 € par mois. C'est là que je me suis ramené. Vous imaginez, quitter de salaire de PDG, je me ramène. Je l'ai fait en 2021-2022. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps? Au lieu de rester là à déprimer, non. J'ai innové. Vu qu'il n'y a plus personne dans l'immeuble sauf moi et l'autre, je me suis mis à innover. Là, j'ai innové des choses, mais dingues, qui ont à peu près 15 ans d'avance sur tout ce qui se fait en Afrique. Aujourd'hui, cette technologie que j'ai innovée pendant ce temps creux-là, c'est une technologie qui est en train d'être développée. Les Américains sont dans la course, les Chinois sont dans la course, les Japonais, eux aussi, ils ont fabriqué un modèle, ils sont dans la course. Les Français, on n'en parle pas, ils ne sont pas dans la course. Les Allemands sont dans la course aussi. Airbus est dedans, oui, bon, Airbus est français aussi un peu. Boeing est dedans, tout ça. C'est à ce niveau-là. Et moi, je sais que ce que j'ai là bat leur technologie au niveau de l'endurance et autres. Je ne révélerai pas aujourd'hui cette technologie, mais nous avons fini toute la partie théorie. Nous sommes là au niveau maintenant réalisation concrète. Je croise les doigts que ça marche. Parce que si ça marche, tout ce que j'ai fait avant, ce sera que des miettes comparé à ça. Donc j'ai profité de ce temps creux. J'ai profité de ce temps creux pour créer encore des technologies immenses. À chaque fois que je me retrouve seul, je deviens un vrai sorcier. En fait, c'est ce qui s'est passé. Mais ensuite, grâce aux bouche et oreilles, les gens parlaient au président actuel qui a décidé de me faire confiance, qui a dit, tu peux nous aider là. Là, je dis oui, j'ai les technologies et directement des contrats. Mais avant ça aussi, un autre contrat était venu et tout. Et naturellement, c'est comme au printemps. Vous voyez seulement les petits bourgeons venir, éclore, vous voyez les papillons revenir. Mais la vie est revenue. C'est un peu comme dans les films d'action. On croit que le héros est déjà mort. On croit qu'il est mort, mais non, il y a son petit doigt, il y a un battement cardiaque. Bouge, c'est revenu. Et croyez-moi, aujourd'hui, je suis à une 50aine d'employés encore. Déjà? Mieux payés qu'avant. Et maintenant, les anciens. Ah là 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 là. Tout ce qui manque, c'est qu'ils m'apportent des roses pour que je les reprenne. Bien sûr. Et pourquoi je les reprendrais? Mais non, on prend pas les Je les prends seulement les meilleurs en tant que consultant, parce que le consultant, je suis pas tenu. Oui. Parce qu'ils ont déjà aussi assez d'expérience. Ouais. Et j'ai un peu pitié de certains, mais non, là, je suis passé à une nouvelle équipe. J'ai pris mon temps pour les former et tout, c'est du 109. Et voilà, c'est fini. Les autres, débrouillez-vous. Le 109, là, c'est à eux maintenant. C'est à eux le micro, c'est à eux de chanter maintenant. Voilà. Et eux, ils développent maintenant des technologies que les autres ne pouvaient pas développer avant. C'est incroyable. Donc, on renaît de ses cendres comme le phénix. Donc, j'ai appris qu'avec les connaissances, tu peux perdre tout l'argent que tu as. Mais tu peux aussi tout recréer parce que je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai quitté la société internationale dans laquelle je bossais en 2017. Et de rien, j'ai créé une entreprise. J'avais rien. J'ai embauché des gens, tout. Je me suis débrouillé avec des stagiaires non payés, tout. Jusqu'à ce qu'on ait confiance en moi, en ma technologie, fabriquée presque dans ma cuisine. Et boum, j'ai eu des contrats. J'ai eu les banques mondiales, tout ça qui sont venus. À partir de la vie des banques mondiales, programme alimentaire, leur boss, les autres ont eu confiance. Les contrats ont commencé à pleuvoir. J'ai créé une société, mais vraiment avec autant d'employés et tout allait super bien. Cas de force majeure, coup d'État, je ne pouvais rien maîtriser là. Tout est retombé à zéro.
avec mes connaissances, tout a repris encore. Et la chance aussi, et Dieu, tout a repris. Donc, tant que vous avez les connaissances, ça ira. Vous pouvez tout recréer, de A à Z. Lorsque vous quittez l'Afrique pour venir en Europe, en général, vous lâchez tout. Vos amis, tout ce que vous savez, tout. Vous recommencez à zéro en Europe. Et très souvent, vous réussissez. Lorsque vous quittez l'Europe aussi, c'est pareil. Pour repartir en Afrique, en général, vous lâchez tout ici. Vous repartez là-bas. Il y a toujours le moment d'adaptation, 6 mois, 1 an, quelquefois jusqu'à 2 ans, mais vous finissez toujours par aboutir à vos objectifs si vous êtes concentré. Mais on pourrait te dire que toi, tu es une exception, tu es chanceux. Beaucoup de gens de la diaspora n'ont pas ta réussite. Absolument pas. La chance, c'est pas un jeu. La chance ne pleut pas comme ça sur vous. Vous devez générer les facteurs qui génèrent cette chance. Provoquer la chance. Vous devez provoquer la chance. Aujourd'hui, on provoque des pluies dans des pays désertiques. Et la pluie, et il pleut. Vous comprenez? Et les pays là où il pleut, aujourd'hui, il y a moins de pluie. Attention, la chance ne vient pas comme ça. Ne restez pas dans votre livre et qu'un coup de fil vous appelle. « Hey, t'es nommé ministre. » Ça ne marche pas comme ça. Vous devez traîner avec des gens. Vous devez apprendre des gens, des tactiques, des stratégies et tout. Être dans les milieux positifs, des milieux. Si vous voulez être, par exemple, ministre, côtoyez des anciens ministres. Côtoyez des secrétaires généraux du ministère. Si vous voulez être entrepreneur, allez dans toutes les formes d'entrepreneurs. Buvez au moins le jus qui est gratuit. Les boissons, les petits fours gratuits. Allez-y, côtoyez-les. On dit en anglais, if you hang out by the barbershop, sooner or later, you're going to get a haircut. C'est-à-dire, si tu es toujours chez le coiffeur, toujours à raconter ta vie, la vie du quartier, la vie de tout le monde, commérage, tôt ou tard, si tu es fauché, tôt ou tard, il te dira, vas-y, viens t'asseoir, je te fais une coupe de cheveux gratuitement. Ouais. Donc, sois avec les gens que tu aimerais imiter, remplacer. Ressembler. Voilà. Ne sois pas avec ceux qui te disent, non, tu ne vas pas réussir. Si tu restes avec eux, tu seras comme eux, aigri. Et toi aussi, tu iras dire à d'autres, non, tu ne vas pas réussir. C'est tout, c'est effet de contagion. Vous mettez un pull rouge dans votre machine à laver, vous mettez température très chaude, ne mettez que des pulls rouges ou des objets rouges dedans. Si vous mettez du blanc dedans, ça va déteindre. Pareil que le bleu. Soyez avec les gens que vous voulez remplacer, que vous voulez mimiquer, c'est tout. Tu es optimiste pour la Guinée ? Je suis génialement optimiste pour la Guinée et l'Afrique. Pour moi, je ne considère pas la Guinée. Pour moi, c'est une subdivision préfectorale de la France. Non. Parce que le peuple guinéen et le peuple malien, c'est identique. Le nord aussi de la Guinée, Fouta Djallon, on se retrouve de l'autre côté du Sénégal, Fouta Toro. C'est les mêmes peuples, la même langue, par exemple. La Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose. Leur danse, là, c'est danser au sud de la Guinée. Donc, oui, l'Afrique ne va pas s'en sortir. L'Afrique va gagner cette guerre. Parce qu'à long terme, pour moi, c'est une guerre. À long terme, l'Afrique gagnera. Je vous le jure. Peut-être pas à mon temps de vie. J'espère que c'est à mon temps de vie. Mais l'Afrique la gagnera de loin. Regardez Covid. En fait, on a gagné cette guerre. On est moins morts dedans. Avec l'histoire de Covid. Et Covid, c'était préparé quasiment pour nous. Hein. Même Bill Gates disait en Afrique, les corps serrés dans les rues. Non, on a vu ça au Brésil, on a vu ça aux États-Unis, mais pas vraiment en Afrique. On a survécu ça. L'Afrique a une chance. On a toutes les richesses. Et les plus grandes richesses, ce ne sont pas les minéraux, c'est plutôt l'intellect et la jeunesse. Au point qu'aujourd'hui, comme la GIZ en Allemagne, l'Allemagne a compris ça. Alors, ils utilisent par exemple la GIZ pour faire des petits trucs en Afrique, des petits projets, appel à projet. Alors, tu vois tous les Africains presser le cerveau comme des oranges, produire ce jus d'orange, ce jus de cerveau et leur donner. Vous savez qu'est-ce qu'ils font de ça? Ces idées-là se retrouvent souvent chez eux là-bas, dans de gros projets. Donc, on est devenu une source de connaissances. Tout ce que vous voyez là comme institutions internationales, surtout les petites institutions qui vont là-bas, qui financent des petits projets, appel à projet. Pour moi, 80%, c'est simplement pour voler des idées. Donc, je dis tout le temps aux autres, si vous avez une idée, allez breveter avant d'aller à ces concours qui vont vous donner 4 000 €, vous avez gagné un titre, vous sortez sur YouTube ou autre, mais faites très gaffe. L'idée pourrait se retrouver chez eux si on m'a piqué l'idée de la borne médicale à partir du salon de Genève et qu'une grosse société française a, pour moi, imité carrément tout ce que j'ai présenté. Voilà. L'Afrique est une source d'idées aujourd'hui. Mais elle n'a pas la technologie.
Ouais, c'est pour ça, Tulip Industries, moi, Muntaga Keita, j'essaie de recréer cette technologie. Oui, nous pouvons tout faire. Nous pouvons utiliser leur technologie pour créer d'autres technologies encore supérieures à leur technologie. Nous pouvons le faire. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite à minima. Je le souhaite surtout aux jeunes Africains de se réveiller et de partir. C'est pas du nationalisme bête, non. C'est le fait que je vois que certaines des plus grosses entreprises en Europe ou aux États-Unis sont peuplées par des Africains. C'est vrai. Beaucoup d'Africains dedans. Vous attendez quoi? De l'autre côté, le champ est vierge. Jeter une mangue dans n'importe où, l'année prochaine, c'est un arbre. Comprenez? La terre est fertile. Perdez pas votre temps. Ici, comme on dit en anglais, vous êtes expandable. Jetable, papier jetable. De l'autre côté, vous êtes unique. Vaut mieux être là où vous êtes unique plutôt que là où vous êtes remplaçable facilement. On est d'accord. On est très d'accord là-dessus. Oui. Et ne regardez pas des petites choses qui se passent à gauche. Ouais, il y a des sorciers au pays. Ouais, les parents sont embêtants. Ouais. Ça sont des petits brouillards à côté. Il faut être plus malin que ça. Il faut avoir une stratégie à très long terme. Il faut voir comme un sniper très loin. Voilà. Et arrêter de voir les petites choses à côté, se contenter de ça, dire non, à cause de ça, je ne vais pas. Récemment, j'ai une cousine qui m'a dit « Ah, mais moi, en Afrique, je ne sais pas, hein, si je vais me voir vivre là-bas, il fait très chaud, il y a les moustiques, il y a les... » Mais je l'ai regardé, j'ai failli lui dire « Mais ça va pas dans ta tête ou quoi? Tes grands-parents, ils ont fait comment? La Mecque, ils se tapaient 7 ans, aller-retour de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Mecque et puis revenir. » Mais non, il faut être sérieux. C'est là-bas. Le terreau est fertile, allez planter. C'est parce que si vous ne le faites pas, il y a d'autres continents qui ont débarqué déjà, qui sont en train de le faire. Et en ce moment, je vous parle, il y a plein d'immeubles dans nos capitales en Afrique, construits par des Chinois, Libanais ou autres. Ils ont le droit de le faire, parce que nous aussi, on est chez eux, hein, de toute façon, en Europe et tout ça. Ils ont le droit de le faire, non. Mais ils réussissent chez nous. Parce qu'ils ne sont pas pollués par les brouillards qui est président, qui est premier ministre, qui est l'opposition, les Grecs. Non, ils ne sont pas pollués par ça. Ils ont un objectif fixe. Faites la même chose. Faites comme eux. Quand vous rentrez au pays, là, ce n'est pas votre problème c'est qui le président, ni c'est qui le premier ministre, ni c'est qui l'opposition. Continuez à obtenir votre argent. Foncez dans vos objectifs. Obtenez-les. Ensuite, vous pourrez peut-être dicter aux politiciens quoi faire. Mais vous êtes là, fauché, vous retournez, vous rentrez au pays et vous voulez encore rentrer dans le carcan des autres qui sont fauchés, qui ne font que parler de ça. Politique, football, tout ça. Oui, on nous laisse danser, on nous laisse parler de politique, on nous laisse faire tout ce qui est stérile. Mais ce qui produit, c'est vraiment lorsque vous partez dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le secret de l'homme noir, de l'Africain. C'est la seule chose qui pourra nous sauver. Voilà. Merci beaucoup, Muntaga Keita. Merci Philippe. D'être venu nous voir. Merci à vous. Beaucoup de courage à toi et on espère avoir de tes nouvelles très prochainement. Thank you. Thank you.